Simplement, si vous croyez aux 50 milliards, ça va être inquiétant. Parce que, d'abord, c'est pas sur une année. Et quand vous regardez ce qui est souhaitable, pour revenir à un niveau d'endettement, quand tout le monde dit que c'était ça, au fond, la bonne norme, quand on a voté les derniers budgets en équilibre, ça fait une trentaine d'années. Vous savez compter mais aussi bien que moi, il faut grosso modo 70 ans d'efforts réels maintenus à ce rythme pour arriver à faire diminuer même pas de moitié l'endettement public actuel. Autant dire qu'on est sur une trajectoire que personne ici pratiquement ne connaîtra. Donc quand je dis que vous êtes optimiste, ce n'est pas un grief, c'est simplement un constat. Je crains que dans les années prochaines, sauf si les circonstances électorales, vous savez que parfois elles interviennent de façon étonnante. On éclate de la dépense, mais de ce que j'ai entendu pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que la situation financière de l'État va s'améliorer, ne serait-ce qu'en regardant les promesses qui ont été faites de façon un peu imprudente sur la revalorisation du salaire des fonctionnaires. Quand je parle, je vais en bénéficier. Mais je pense que c'est une mauvaise décision. Et donc elle va évidemment aussi peser. Donc sur le contexte, je me trouve très optimiste. J'espère me tromper, hein, mais vous auriez peut-être dû venir au DOM, en fait. Mais vous auriez vu que je ne suis pas très optimiste. Non, mais rassurez-vous, parce qu'au DOM, j'étais là, donc vous avez une mauvaise mémoire, et je sais aussi ce que j'y ai dit, mais je vous rappelle que ce propos est quasiment celui de l'an dernier. Alors je sais qu'à titre personnel, vous pouvez ne pas être aussi optimiste que cela, mais en tout cas, la façon dont dans le document que vous nous avez donné s'est affiché, vous prenez pour argent comptant des éléments qui sont extrêmement douteux. Sur le deuxième élément, un certain nombre de vos choix. D'abord, j'avais considéré que le principe c'était de critiquer pour le plaisir. Vous avez dans ce budget de bonnes choses. D'ailleurs, on aurait mauvaise grâce à les critiquer parce que j'ai même cru connaître des choses que j'ai entendues ou lues. Naguère encore, faire sur une zone de Paris-Ouest de l'habitat m'a rappelé des choses. Une résidence intergénérationnelle, fort bien. Le réaménagement du centre-ville, Dieu sait si on avait insisté, vous avez tout à fait raison de le prendre en compte. La relance des commerces, c'est une bonne chose aussi. Simplement, du coup, je suis un peu surpris de voir des choix qui sont les vôtres. Autant je vous rejoins sur l'idée que le scolaire, les bâtis du scolaire, indépendamment ensuite du contenu, nécessite un très gros effort. Ce qui, du coup, nous gêne, c'est que quand on regarde les chiffres, vous envisagez de dépenser à terme, paradoxalement, plus pour ce que vous présentiez tout à l'heure, M. le maire, sur les espaces verts, notamment les réaménagements des squares, et puis, par exemple, puisque c'est votre chiffrage, sur la restructuration du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Moi, je vous dis très sincèrement, imaginez près de 900 000 € pour ce réaménagement-là, alors que vous plaidez à juste titre les besoins du bâti, je dis les écoles, mais sans doute aussi d'autres choses, c'est un choix qui nous chagrine. Bon. Et puis, dernier élément, il y a les perspectives d'avenir. Et très franchement, alors je sais, le jeu consiste à croire qu'on fabrique les réponses ou les questions, c'est pas ça. Très franchement, je ne vois pas comment vous évitez un effet de ciseau financier entre 2018 et 2020. J'ai beau tourner les chiffres dans tous les sens, les seules hypothèses qui permettent d'en sortir à peu près, c'est soit il faudra passer à la hausse de fiscalité, or vous ne le souhaitez pas, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Bon. Mais alors, les alternatives sont quand même peu nombreuses. Si ce n'est pas l'augmentation de la recette fiscale, c'est traduit par une nécessaire baisse massive de dépenses. Vous l'avez souhaité, c'est aussi mon cas. C'est une autre. Je partage. Et je serais bien curieux de voir comment vous allez faire. Parce que tendanciellement, cette baisse-là, je ne la vois pas se profiler. Vous avez fait des efforts en matière de gestion du personnel, fort bien, sauf qu'une fois passé le train de première mesure, je ne vois pas comment vous allez très sensiblement diminuer dans les quelques années à venir la masse globale de ce qu'il faudra continuer à financer. C'est pas là que vous trouverez l'écart qui permettra d'éviter ce que j'appelle l'effet de ciseau. Donc, vous voyez, c'est pas du tout un grief ou une critique pour le plaisir, c'est que je suis un peu inquiet sur ce qui se passera dans les 3-4 ans à venir, et je serais content, nous serions contents d'être éclairés sur ce point, même s'il faut attendre un peu des budgets successifs, mais parce que vous l'affichez, c'est bien, mais encore une fois, techniquement, je ne vois pas comment vous faites. Alors peut-être par manque d'expérience. Oui, c'est en effet des réformes structurelles qu'on a commencées qui sont importantes pour engager des économies. Comme vous l'avez souligné, notre volonté évidemment de ne pas augmenter la fiscalité tant que nous le pouvons. Nous avons un budgétaire
très contraint. Alors, on a une équipe qui est optimiste par nature, hein, même si les financiers le sont toujours un peu moins, ce qui est normal. Jamais optimiste. Voilà, bon bah. Donc c'est toujours aussi compliqué à gérer. Malgré tout, on est optimiste dans le sens où oui, on va engager des réformes structurelles qui vont être importantes. Pour le moment, on est en train d'y réfléchir. Elles seront abouties dans les mois qui viennent pour évidemment faire des économies. Et je compte aussi beaucoup sur l'intercommunalité pour réaliser des économies, c'est-à-dire d'arrêter un certain nombre de services exercés au niveau local pour le faire au niveau intercommunal. Et sachez que les villes entrant dans l'agglomération, je pense à la ville de Plaisir, avec ma collègue Joséphine, ou au maire de Villepreux également, à la maire d'Esclènes aussi, et au maire de Coignères, nous sommes vraiment tous engagés, nous comptons beaucoup sur le travail de l'intérêt communautaire de cette année pour faire en sorte de ne pas reproduire depuis ces 30 dernières années les erreurs qui ont été faites avec les intercos, c'est-à-dire de multiplier les ressources humaines, de multiplier les services, mais il faut aussi que dans cette assemblée, on soit tous prêts à entendre que il y a un certain nombre de choses dont il va falloir qu'on se sépare et pour que ce soit fait autrement à l'échelle intercommunale. Mais c'est pas tout, on en convient que ça ne fera pas tout. Et évidemment, on réfléchit à d'autres pistes sur ces sujets. Après, pour les choix des investissements, évidemment, ça regarde évidemment la majorité. Vous pouvez avoir aussi un regard critique. Pour nous, c'est dans les choix financiers que nous avons fait, le guichet unique est aussi une priorité parce que, on va pouvoir bénéficier aussi de subventions actuellement et qui pourraient ne plus avoir lieu dans les années qui viennent. C'est aussi une priorité parce qu'on a des locaux, au même titre que d'autres équipements comme les écoles, comme les gymnases, qui sont vétustes. Et on a fait ce choix parce que c'est l'accueil du public, parce que c'est aussi lié à l'administration, c'est l'administration du futur. Ça va permettre également, dans la structuration, de penser aussi à la mission d'agents différemment, de mutualiser également, et ça aussi, ça concourt à baisser la dépense publique, tout en garantissant une qualité de service public qui sera meilleure. Je crois que votre collègue d'à côté, Mme Malaquin, a toujours dit que le rez-de-chaussée était à refaire, hein. On le voit, les agents ont froid, il n'y a pas du tout de confidentialité pour les Montpasiens, même pour les agents pour travailler. Donc oui, on fait ce choix-là, on en profite parce qu'on va pouvoir avoir des subventions tant qu'on peut en avoir, mais c'est une priorité. Les jardins, pareil, c'est fait partie du cadre de vie des Montpasiens. On essaie de trouver un équilibre en fait entre les écoles, donc de se centrer sur deux grandes écoles, la Marnière et la Gio, et après on partira sur la Belmedone. L'équipement piscine qui n'était pas prévu, qui nous est tombé dessus, où là ça va coûter quand même quelques millions, voire même beaucoup de millions, et ça on n'est pas tout seul. Donc là je compte sur Jean-Pierre Foucault pour nous aider. Malgré tout, il va falloir qu'on intègre aussi toute cette ambition là que nous avons pour trouver cet équilibre entre le cadre de vie des Montpasiens, la rénovation de nos équipements. Je vois par exemple la Gio. La Gio, d'après les calculs qu'on a fait, qu'on nous a donné, Laurent, c'est 6 millions d'euros pour la rénover totalement. Or, on ne pourra pas mettre 6 millions d'euros, c'est pratiquement 2 budgets d'investissement annuels. C'est trop important. Donc on va faire l'essentiel, mais on ne pourra pas tout faire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la politique d'investissement. C'est un choix que nous faisons sur en tout cas le guichet unique, mais je pense que c'est une priorité en tout cas à nos yeux. C'est une demande forte des agents depuis des années. Et donc nous nous lançons dans le projet. Et pourtant les budgets sont serrés. Voilà. Monsieur Bon, alors, merci pour cette réponse qui n'était en rien agressive. Mais mes questions ne l'étaient pas. Enfin, mes remarques. Oh oui. Sur confondons pas les mots. La contestation, ça n'est pas la constatation. J'ai fait un certain nombre de constats au nom de Nicole et moi sur vos choix. Sont vos choix, par principe, les contestés. Définition. C'est simplement un constat, c'est qu'il y a d'autres options possibles. Donc vous les assumez, c'est parfait. Votre propos sur l'intercommunalité, paradoxalement, il me plaît assez, mais il montre quelque chose. En fait, on est toujours resté au milieu du gué sur cette affaire. Parce que la vraie logique de l'intercommunalité, il faut être clair, c'est de supprimer les communes. On n'a jamais voulu aller jusque-là pour des raisons que chacun connaît. Ce sont de très fortes traditions historiques de la collectivité locale, au sens de la vie locale, bon, très bien. Au fond, votre calcul, si j'ai bien compris, c'est de dire qu'il faut mutualiser positivement, et vous aviez raison de rappeler que si vous y arrivez avec Castille, alors ça me première, parce que peut-être y en a-t-il
est tellement exceptionnel que quasiment aucune intercommunalité n'a dégagé réellement de la ressource supplémentaire. Elle a plutôt accru la dépense globale. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est bon. Vous avez raison, notamment en multipliant les strates de fonctionnaires. Bon. Alors ça, c'est vraiment l'ânerie à ne pas faire. Après, en imaginant que ceci soit fait, et c'est le service minimum, si l'on peut dire, il y a un autre problème à terme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est pas contradictoire, je m'interrogeais sur qu'est-ce qu'on décide de transférer ou pas, parce qu'une fois qu'on a passé la main, ça devient une décision collective. Bon, les décisions ne seront pas à l'unanimité. Une collectivité peut se retrouver malgré elle dans une position de devoir assumer un choix certes collectif, mais qui n'est pas forcément le sien. Or, même si j'ai vu tel ou tel rapport sur lequel je suis un peu dubitatif, la situation financière des communautés d'agglo, elle n'est pas si brillante que ça. Et ça veut dire qu'en réalité, le risque que je vois, c'est que l'augmentation de ressources, notamment à travers la fiscalité, dont vous dites « tant qu'on le pourra, on ne la fera pas ». J'aime bien cette réponse parce qu'elle est plus politique que ce que j'ai pu lire par ailleurs. On est dans le réel, tant que vous ne serez pas contraint de le faire. Mais il y a une autre option, et qui ne servira pas d'échappatoire. C'est que si la collectivité, qui est les communes, ne mord pas, ne le fait pas, ça sert ailleurs, par d'autres biais de dépenses. Et donc, c'est là que moi j'ai un doute. Donc, vous assumez vos choix, c'est la logique même, on ne les conteste pas, on dit simplement on aurait pu en faire d'autres, voilà, c'est dit. Mais il y a cette inquiétude à terme, et autant j'apprécie la tonalité de votre propos, autant moi je reste très dubitatif, parce que le problème des mathématiques, c'est que c'est extrêmement têtu. Alors, sur l'interco, oui, il faut être vigilant en effet, et le passé le démontre. Alors là, on a voté le budget il y a pas longtemps de l'agglomération qui est en baisse. Il y a le 0,11 et le 0,12 sont en baisse. Donc on est vraiment, en plus avec les nouveaux maires entrants, dans cette volonté, c'est-à-dire que la rigueur de gestion qu'on s'applique au niveau communal, elle doit s'appliquer au niveau intercommunal. Et c'est pareil, quand nous-mêmes, au sein même de la collectivité, on fait des efforts. Je pense par exemple à l'espace emploi qu'on a centralisé au relais Marianne, que par exemple la permanente info-énergie, avec la subvention qu'on donnait, qui finalement est un interco, nous l'avons abandonnée, mais pour autant elle est rattrapée par l'interco qui se substitue à l'échelon communal pour réaliser cette mission. Si on l'avait gardée, on aurait eu des doublons, et ça c'est coûteux évidemment en dépenses de fonctionnement, tant bien en personnel qu'en fonctionnement. Mais après, alors, de là à parler de la suppression de la commune, ça peut être un débat, en tout cas que moi je ne partage pas dans le sens où je pense que l'échelon communal est vraiment... Oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir. Mais c'est ce qui se cache derrière ce que prépare le gouvernement, c'est-à-dire qu'avec des grosses intercos, la suppression à terme, ou la fusion peut-être de certaines communes, ce qui n'est pas forcément... ou des départements, tout à fait, parce qu'on a l'échelon. Et puis, outre le fait que le débat d'interco peut être passionnant, on a oublié aussi, quand on n'a pas parlé, dans les finances 2016, c'est l'impact aussi du point d'indice des fonctionnaires que vous avez indiqué, qui aura un impact de 200 000 € sur le budget de 2016-2017 surtout. Oh putain, 50 000 cette année pour le 8 € par mois, le mec. L'année prochaine, un peu plus. Et ça, qui va payer? Ben, c'est nous, ce sont les Montpasiens, parce qu'il n'y a pas de compensation encore une fois, juste le cadeau électoral qu'on pourra avoir avec le gel de la DGF l'année prochaine. Voilà, donc on reporte aussi sur les générations futures, malgré tout, le coût de travaux est quand même assez important. Monsieur Chapat. Oui, je voudrais faire on a l'impression, là, dans votre débat, qu'on n'est plus à l'examen du compte administratif, mais en débat d'orientation budgétaire. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas dans votre présentation, je vais vous le dire, toujours très colorée, toujours très belle, qui embellit la réalité des choses, parce que vous avez complètement occulté la fermeture de la piscine, enfin les points négatifs. Hein. Vous avez occulté tout ça. Monsieur Donien a rétabli la vérité, heureusement. C'est bien. Mais je vais vous faire un compliment, un demi-compliment. Je préfère voir les policiers en tenue sur les photos que comme ce soir en maillot manche courte, ce qui n'est pas correct vis-à-vis de ce conseil. Alors je voudrais maintenant poursuivre sur les chiffres, puisqu'on est en compte administratif. Et aller un petit peu plus loin que les réflexions de Pierre Guérinel et de Sylvestre Donien. Ce que je remarque, c'est que je ne vais pas parler d'investissement parce que c'est un compte à part, on va dire, hein, ils sont financés correctement, moi j'ai rien à dire
sur la logique de financement des investissements. Il faudra quand même veiller à ce que ça soit au niveau des besoins, on verra ça tout à l'heure, et je crains un petit peu comme Pierre Le Carinel à l'instant, et d'ailleurs comme vous tout à l'heure, qu'on ne soit pas au niveau des besoins. Il faudrait peut-être regarder ça d'un peu plus près, parce que je pense que la commune a quand même des réserves sur ce plan, on le voit dans ce compte administratif. Je vais me concentrer sur l'exécution du budget de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui est dépensé, ce qui est reçu dans l'année. Pour constater qu'entre 2014 et 2015, l'excédent de fonctionnement est à peu près le même. Mais il est à peu près le même avec un certain nombre d'écritures qui n'étaient pas prévues au budget primitif et qui favorisent cet excédent. C'est-à-dire, j'ai lu 189 000 € de vente de logement là, dans le compte de gestion. Je vous avais dit 173 000 € de droits de mutation en plus, enfin j'ai lu aussi. Et puis l'impact de la fermeture de la piscine qui est de 300 000 €. C'est-à-dire que par rapport à l'an dernier en structure équivalente, s'il n'y avait pas ces éléments exceptionnels, la dégradation de l'excédent serait de 30%. Serait de 30%, de 660 000 €. Donc tant mieux qu'il y ait des éléments exceptionnels, sauf qu'ils ne sont pas récurrents. On verra en 2016, l'année prochaine, pour l'examen du compte administratif 2016, qui présentera aussi des éléments exceptionnels, en particulier la taxe sur les logements sociaux, qui n'intervient pas cette année, enfin, on le verra tout à l'heure. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais fonctionner ainsi uniquement avec des éléments exceptionnels fait courir des risques sur l'avenir. Et je rejoins les questions qui ont été posées avant moi. Donc c'est l'observation que je voulais faire. En un an, il y a une dégradation de l'excédent de fonctionnement, selon la manière dont on compte, de 15 à 30%. Et ça, c'est beaucoup gênant, ça me gêne beaucoup. Alors, évidemment, on n'approuvera pas le compte administratif. Quand on est devant un compte administratif, c'est toujours le dilemme. Compte administratif et l'exécution du budget voté. Donc si on n'a pas voté le budget, qu'est-ce qu'on fait avec le compte administratif? On l'approuve s'il a été exécuté correctement, on ne l'approuve pas sur un plan politique. Généralement, on ne l'approuve pas sur un plan politique. Mais là, ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'il y a une dégradation par rapport à ce qui a été voté en budget primitif il y a un an. Je rappelle que la fermeture de la piscine n'était pas engagée, enfin ça c'est une petite. En tout cas, elle n'était pas intégrée dans les comptes, la vente du logement n'était pas intégrée dans les comptes non plus, et puis les droits de mutation, c'est une heureuse nouvelle. J'espère qu'elle perdurera. On a eu des bonnes nouvelles comme ça d'autres dans le site. Le problème, c'est que, en général, ça n'est pas éternel. J'espère que ces bonnes nouvelles de droits de mutation sont renouvelées. Donc, toutes ces dépenses, ces recettes, enfin ces excédents exceptionnels n'existaient pas au budget primitif. Tant mieux qu'ils existent, sauf que sans cela, il y a une dégradation de la capacité de financement de la commune de 30%. Oui, donc je voudrais juste rebondir. Concernant les ventes immobilières, vous savez comme moi que ce sont des recettes au final d'investissement, donc pas de fonctionnement. Donc elles sont en plus et en moins dans le budget de fonctionnement, mais elles n'interviennent pas dans l'équilibre de ce budget. Ensuite, oui, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a beaucoup de conjoncturel dans ce budget, il ne faut pas dire le contraire. Par contre, il faut quand même prendre en compte que nous avons par contre des baisses de recettes structurelles, par contre, parce que nous avons bien la DGF qui baisse, nous avons bien la loi SRU, nous avons bien le FPIC, la péréquation, le FSRIF qu'on a fait l'année dernière. Donc voilà, donc, effectivement, nous avons des baisses structurelles. En face, il faut qu'on mette des gains structurels, je suis d'accord avec vous, mais ça prend plus de temps. On a le même débat au sein de l'agglomération de Saint-Quentin. On a aussi une vision, on prend de la hauteur et on s'est lancé aussi avec nos collègues. Vous y êtes aussi. Oui, grâce d'ailleurs aux 50 ans. Grâce aux 50 ans, on a économisé 1 million d'euros à l'agglomération de Saint-Quentin sur sa DGF, donc ce qui n'est pas plus mal. Grâce à l'amendement d'un député. Forgou, Samon, grâce au concours de tous les élus qui ont réussi pour intervenir. Malgré tout, si vous voulez, on peut parler de la piscine. Comme je vous l'ai dit, c'est un effet, en effet, là, pour le coup conjoncturel, parce que de toute façon, dans les années qui viennent, l'économie alors a disparu, puisqu'on va se lancer dans une reconstruction qui va coûter entre 15 et 20 millions d'euros, avec des coûts de fonctionnement annuels pareils. Donc on reviendra certainement à une situation qui ne sera pas identique, mais en tout cas
un peu similaire, en tout cas avec un projet d'ampleur. Donc là aussi, c'est des peanuts. L'économie, oui, on l'a fait là, et là encore, puisque de toute façon, on permet aussi à nos scolaires d'aller au Mini-Stanley grâce à des créneaux que peut nous offrir la maire du Ménil. Pardon? Novembre, oui, novembre. Ah oui, pas oui, novembre, c'est ça. Je rappelle que la ville d'Elancourt n'a aucun créneau pour ses scolaires. 11 000 scolaires, aucun créneau. Les collégiens, les lycéens n'ont plus rien. Poignère a quelques créneaux également au Ménil, les Morpasiens aussi en CP et CE1. Mais bon, ça montre bien qu'il y a vraiment une présence sur ce territoire. Donc oui, l'ABC, c'était pas prévu, c'était pas du tout annoncé, et comme je l'avais dit et je le répète à cette séance-là, si on avait vraiment été au pied du mur, j'aurais préféré augmenter les impôts et en prendre la responsabilité plutôt que de fermer un équipement de cette manière-là. Mais là, c'était une question de sécurité. Les rapports étaient clairs, donc je ne vais pas revenir sur le débat, mais en tout cas, s'il fallait préserver un équipement public de cet acabit, j'aurais préféré partir sur l'augmentation fiscale. Et là, ce n'était pas le cas, l'équipement est complètement pourri. On a une mécanisation qui fuit, le chlore qui s'en va dans les nappes phréatiques. Donc à partir de là, voilà, vous connaissez l'histoire. Maintenant, on rase, on construit un équipement tout neuf et on repart sur les 40 ans qui viennent avec des financements qui, je l'espère, seront moins importants pour chaque commune, parce qu'on n'est pas tout seul. Et c'est toujours aussi l'objectif de faire des économies dans un équipement tout neuf. Vous l'avez même fait avec le café de la plage, il me semble. Vous avez pris la responsabilité de détruire pour reconstruire, parce que vous saviez très bien que de toute façon, ça aurait coûté moins cher en fait, fonctionnement avec un équipement neuf qu'avec un équipement ancien. Voilà. Michel. Moi, j'ai juste une remarque, je trouve qu'on passe un peu vite sur la maîtrise de la masse salariale en 2015, par rapport à ce qui s'était autrefois. Ça n'est pas un résultat d'effets conjoncturels heureux, c'est le résultat d'une maîtrise de mise en place de personnel, de freinage d'embauche, de redistribution des tâches, et ça a un caractère perdurable. Et je trouve que j'entends rien sur le sujet, je pense qu'il fallait quand même le souligner. Michel, tu as pas de rebondir là-dessus. C'est vrai que a un très beau travail qui a été fait sur ce sujet. Je rappelle qu'on verra tout à l'heure le budget 2016. Nous avons, si je ne me trompe pas, 0% d'augmentation. 0% d'augmentation, alors que d'habitude, tous les ans, c'était 3%. Dans le GVT, là, c'est 0%. Et on a même une baisse par rapport là au budget, le réalisé par rapport au budget. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts importants. La piscine, qui compte un peu, mais pas autant, puisque Sylvestre a rappelé que c'était 50% d'efforts sur les efforts de gestion. Et on va continuer encore et encore. Mais il faut être rigoureux, il faut regarder tout de près. Et il faut changer aussi des habitudes, une culture. On est tous concernés. Et c'est la culture des économies. C'est pas mal. Je rappelle que le budget pour 2016 et en budget 2015. Non, mais le MEDEF, je suis pas d'accord pour que le patron il pleure toujours, parce que dans les années 60-70, il ne pleurait pas. Voilà, très bien. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donner la présidence à Erwan Le Gaz. Très bien pour vous. Il n'y a pas de contestation. Très bien. Erwan, c'est à toi. Je dois quitter la salle avant de passer au vote du compte administratif. Bien. Monsieur le maire a quitté la salle. Donc, donne acte au maire de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer sur l'annexe ci-jointe. Constate l'application du mécanisme de traitement budgétaire des opérations de cession dans le compte administratif et le compte de gestion en termes de prévision budgétaire, ouverture en thématique de crédit, de dépenses chez les comptables et uniquement le comptable. Conformément aux modalités d'application de l'instruction comptable liée à sa réforme en 2006, reconnaît la sincérité des restes à réaliser 2015 et arrête en conséquence les résultats tels qu'indiqués dans le document joint. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire. Merci, Erwan. Alors ensuite, on a l'affectation du résultat. Sylvestre.
donc la délibération sur l'affectation du résultat 2015. Donc juste pour rappeler les différentes données, sur cette planche, j'ai quand même séparé ce qui était du réalisé 2015 et du résultat antérieur, puisqu'il y a dans les 2,5 millions de 2015, il y a forcément des résultats qui viennent de 2014. Donc sur les 3,5 millions de fonctionnement, nous avons 1,2 million qui provient de 2014. Et sur les moins 957, donc ça c'est le besoin de financement, il y a 1,20 million qui vient du résultat antérieur. Donc sur les 2,5 millions du résultat 2015, nous avons 2,2 millions qui proviennent de l'année N-1. Donc il s'agit maintenant d'affecter ces 2,5 millions. Oui, donc ce que vous voulez dire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, sur les 2,5 millions, nous avons un résultat positif sur 2015 quand même de 300 000 €. Mais effectivement, plus on va avancer en 2017 et en 2018 avec la baisse des dotations d'État, plus nous aurons besoin du résultat antérieur pour équilibrer le budget communal. Donc sur les 2,5 millions, nous en affectons 957 000 € au budget d'investissement, donc pour couvrir le besoin d'investissement. Et le reste, pardon, sur les 3,5 millions. Et 2,5 millions sur l'excédent de fonctionnement reporté, sur le budget 2016. Merci Sylvestre. Y a-t-il des questions? Monsieur Chapat. C'est pas tellement une question, c'est le propos que vient de tenir M. Donien. On aura probablement besoin des excédents reportés pour équilibrer le budget. J'espère que vous le ferez autrement. Alors si c'est utiliser les reports pour financer l'investissement et les excédents, je veux dire, pour financer les reports de dépenses d'investissement, c'est tout à fait classique. Si c'est utiliser certains reports pour financer l'équipe du fonctionnement, c'est non. C'est non. J'espère que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire. Il y a beaucoup de communes qui le font aujourd'hui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2015, en 2016, sur le résultat de 2,5 millions, il y en a 2,2 millions qui viennent de 2014, on est bien d'accord, hein, si on n'avait pas voté le CA. Donc effectivement, pour amortir les peut-être 1,3 million d'efforts budgétaires sur 2017, oui, il faudra effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, faire des efforts de gestion. Donc non, il n'y a pas de... Oui, Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci à vous. Allez, le budget 2016. C'est parti. Budget public, placement de... Oui, donc je vous propose en sommaire de faire un point sur, déjà un préambule, sur l'impact des réductions de dotation d'État, faire une présentation synthétique du budget, une vision globale des écarts sur la même structure en fait, de la présentation du CA, et différentes analyses financières dont l'analyse. Bon, au niveau du contexte restreint, contraint, pardon, je vais y revenir, on en a déjà parlé à Roland Rodom, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En gros, la dette française est autour de 2100 milliards, donc il faut forcément l'équilibrer, et les communes ont une grosse part de cet effort, puisque c'est autour de 28%. Et donc cet effort, bien sûr, est porté sur cette